noir, 4e dan de judo. Et de l'autre côté, nous avons Alex Ndem, 6e dan de karaté. Ils ont tous été les champions. Nous allons passer quelques temps ensemble à parler de leur parcours en tant que sportifs, de leur parcours en tant qu'encadreurs des jeunes. Et tout de suite, avant de commencer, je m'en vais vous les présenter. Bonjour, maître Alex Ndem. Bonjour Jean-Marie Watansi, merci de m'avoir invité et Voilà. je salue comme ça tous les téléspectateurs de votre chaîne. Merci, merci beaucoup. On va revenir à vous tout à l'heure. Maître Serge Abolo, bonjour. Vous intervenez du Canada alors que, je le rappelle, Maître Ndem, lui, il est aux États-Unis. Donc, du Canada, c'est Maître Serge Abolo. Bonjour. Bonjour Jean-Marie Watansé. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver à l'antenne. Il faut le rappeler, vous n'êtes pas seulement journaliste, mais aussi pratiquant de karaté. Donc, c'est un peu trois personnes qui se connaissent bien, qui se retrouvent sur ce plateau. Bonjour à Maître Alex, qui est un aîné, mais un très grand ami. On a beaucoup cheminé ensemble. À l'époque où la fédération était encore une fédération unie entre le judo et le karaté. Donc, ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur le plateau en compagnie de ces grands experts. Bien, merci. Merci beaucoup, Sensei, comme qui dirait Os. Avant de rentrer dans le vif du sujet des arts martiaux, je ne sais pas, Sensei Ndem, nous traversons une période de confinement à cause de cette maladie terrible, coronavirus. Je ne sais pas comment est-ce que vous vivez votre confinement, maître Alex Ndem. Merci de m'avoir posé la question. J'ai vu mon confinement comme tout le monde. C'est vrai que c'est très difficile. Vous savez qu'on a perdu, j'ai perdu un ami et en même temps un ancien pratiquant en pratiquant des arts martiaux qui s'appelait Alain Scapen. Donc, je passe en confinement à double peine. Qu'à cela ne tienne, je suis un pratiquant d'arts martiaux qui essaie de rester toujours positif. Donc, ce moment de confinement me permet de faire une introspection et d'envisager d'autres projets peut-être plus énormes. Voilà, merci. Introspection, et puis on réfléchit aux projets à venir. C'est de cela que nous allons d'ailleurs parler dans quelques instants. Sensei Abolo, ce confinement du côté du Québec, ça se passe comment? Bon, pour ce qui est du confinement ici au Québec, vous savez, le gouvernement a pris des mesures où il fallait fermer toutes les salles, toutes les activités sportives. Ce qui fait que pour essayer de garder la forme, il faut quand même trouver du temps pour au moins courir et faire d'autres activités. Vous savez, la difficulté avec le judo, c'est qu'on a nécessairement besoin d'une surface de travail. On a nécessairement besoin d'une surface de travail. Mais quitte à cela, on peut toujours trouver des alternatives pour garder la forme. Donc, c'est ça. Mais je dirais aussi que le confinement ici, c'est aussi un moment de réflexion. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de réfléchir et commencer à planifier, programmer, parce que tout ne se fait pas sur le tatami. Il y a des choses qu'on peut bien faire, même étant confiné entre quatre murs chez soi. On peut commencer à planifier beaucoup d'autres activités qui vont se passer dans le futur parce que, pour le rappeler, le confinement ne va pas être éternel. Ne va pas être éternel. Donc, moi, je le prends juste de manière positive, comme un petit recul pour mieux préparer la suite des choses. Donc, c'est ça, on garde le moral haut. Nous sommes des combattants, des pratiquants d'arts martiaux. On sait que peu importe la situation, il faut intérioriser et puis penser au futur, il faut se projeter. Donc, c'est Voilà. de cette manière que nous, on voit la chose. Merci. Il faut donc rester zen. Aujourd'hui, je reste avec vous, Maître Abolo. Vous avez 44 ans et c'est à 12 ans que vous franchissez pour la première fois la porte qui mène dans une salle de judo et votre père vous tient par la main parce que lui-même, il est spécialiste du judo, Maître Abolo. D'ailleurs, que j'ai rencontré lors de certains championnats, j'ai combattu contre Maître Abolo, votre père.
C'était à l'INJS à Yaoundé dans le cadre d'un championnat national de judo, parce qu'il faut rappeler que je suis en même temps judoka et karatéka. Donc, à 12 ans, vous franchissez le pas de cette porte qui vous mène sur un tatami. Comment est-ce que vous vous sentiez? Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, à 12 ans? En fait, moi, c'était un peu un défi entre ma maman et moi. Et on avait comme point de référence un jeune judoka des années 84 qui allait aux Jeux Olympiques à l'âge de 18 ans. Et ma mère m'a posé comme défi en me disant, écoute, il y a un jeune qui s'en va à 18 ans aux Jeux Olympiques, tu as encore assez de temps pour pouvoir faire mieux que lui. Bon, je suis bien finalement allé aux Jeux Olympiques, mais malheureusement, ce n'était pas à 18 ans. Je n'ai pas pu battre ce record. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est plus ma maman qui m'a motivé à aller au judo. Contrairement à ce que beaucoup de monde pourrait penser, que mon père était un entraîneur de judo, c'est celui qui m'aurait tenu par la main. Mais dans mon cas, c'était ma maman qui m'a tenu la main, m'a mené au judo. Et quand je commence le judo, bien sûr, je commence avec mon papa, mais ça ne dure pas bien longtemps. Parce qu'après, il est affecté hors de Yaoundé. Et là, il est obligé de me confier au bon soin de maître Clément Atemken, qui m'a pratiquement pris de la ceinture jaune, avec les débuts jusqu'à la ceinture noire, jusqu'à l'équipe nationale. Donc, c'est un peu de cette manière que j'arrive au judo. Et puis, la suite des choses s'est pas mal déroulée. C'est déroulé, je peux dire, de manière très positive. Ok. Donc, Maître Temken, qui est le fondateur du club Anka de Yaoundé, à côté de Maître Ewane Sambo, lui aussi qui avait un club de judo. On va en reparler tout à l'heure. Mais je reviens à vous en ce moment, Sensei Alex Ndem. Vous, comment ça se passe, votre baptême de feu en karaté? À quel âge? Oui, disons que mon parcours était un peu pas comme tout le monde. C'est vrai que j'étais déjà vraiment pris par le virus des arts martiaux en regardant les films de Bruce Lee quand j'étais petit. Et contrairement à d'autres, moi, j'ai commencé par la boxe. J'avais environ 9 ans. Et finalement, quand mes parents sont allés à Douala, donc j'ai retrouvé un cousin à moi qui était ceinture noire de Kung Fu. Donc, qui m'a initié au Kung Fu pendant cet âge-là. J'avais 10 ans, 11 ans, par là. Et en réalité, je commence au karaté à l'âge de 15-16 ans. Donc, c'est là mes débuts de karaté. Donc, je suis pris par Maître Miché Bongen. Et après, je suis peaufiné par le grand maître Nyongdi Bongen, le docteur Nyongdi Bongen, père à son âme, qui me peaufine et qui fait de moi un champion du Cameroun. Et la suite, je vais en Europe et puis voilà. Ok. De toutes les façons, on va rentrer dans les détails de ce parcours. Je reviens à Maître Abolo pour rappeler que, Maître Abolo, vous avez toujours côtoyé le milieu sportif. Non seulement vous étiez un très très bon judoka, mais vous êtes allé à l'Institut national de la jeunesse et sport dans vos études supérieures, donc vous êtes prof d'éducation physique. Lorsque vous quittez le Cameroun, vous allez au Québec, au Canada, vous allez à l'Université du Québec, vous faites sociologie et ensuite criminologie. Et aujourd'hui, vous travaillez, n'est-ce pas, à la Défense nationale du Canada. On va revenir sur votre parcours en tant que compétiteur, parce que là, vous avez une très, très belle carte de visite, n'est-ce pas? Une dizaine de championnats du Cameroun remportés, ça, il faut le faire, et vous l'avez fait. Mais avant, on va faire une pirouette pour regarder un peu quelques images de Maître Ndem, n'est-ce pas? C'est ces images fortes de son parcours en tant que combattant. Nous allons tout de suite, grâce à un reportage d'un de nos confrères, revivre un peu certains moments de la vie de Maître Ndem en tant que karatéka compétiteur. En tant qu'homme de médias et pratiquant d'arts martiaux,
Notre devoir de mémoire est d'informer la jeunesse camerounaise sur le désintérêt manifeste de la Fédération camerounaise de karaté d'une part et du gouvernement de la République d'autre part à reconnaître ces génies. Un véritable présent ne peut se construire sans en référer au passé, duquel on puisera matière pour notre perfectionnement. Sur les traces de la légende vivante du karaté camerounais, afin que nul n'en ignore, tel un hippon, un nom résonne. Maître Alex Ndem. Yeah, the heat is on. You better get your best to the plate or indeed they're gone. Calculate the magnitude of the situation you're facing. No time for pacing. There's no time for wasting. What you want to be a cakewalk? I won't make it easy for you to hate talk the trash you spit. No, I couldn't let you do it no longer. So I built. Maître Alex Ndem, c'est un savant dosage d'agilité, de souplesse, une vitesse d'exécution à nul autre pareil, une précision chirurgicale et une force inouïe. Ce qui lui a d'ailleurs valu, pour la petite histoire, que nul ne s'est frotté à lui et s'en est allé sans en garder un bien mauvais souvenir. Comme qui dirait, Maître Alex Ndem, qui s'y frotte, s'y pique. Maître Alex Ndem est l'un des rares athlètes camerounais à avoir pris part aux 3 compétitions majeures de karaté, dont la WKF en est la plus prestigieuse, et pour votre gouverne, arrêt sur image. Depuis lors, il serait important de retenir qu'aucun autre athlète camerounais n'a eu à gagner le moindre combat dans toutes ces compétitions suscitées. Ce qui lui vaut dès lors d'être reconnu comme étant l'athlète camerounais qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du karaté camerounais, d'ici là qu'un autre fasse autant que lui et gagne ainsi le droit de la ramener. Chapeau l'artiste. Os Sensei. Formulant alors le vœu de voir son record battu ou sinon égalé par un jeune, Maître Alex Ndem dédie toute sa carrière, ses exploits et ses titres à la jeune garde du karaté camerounais, tout en promettant désormais de mettre toute son expertise au service du karaté camerounais afin de le tirer vers les sommets, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de 2020 au Japon. Au moment où nous prenions congé de Maître Alex Ndem, il formulait alors... Merci, merci donc, mesdames et messieurs. Parcours élogieux que celui de Maître Ndem. Nous allons commenter quelques-unes de ces images tout à l'heure. Mais avant, je reviens à Sensei Abolo pour
qu'il nous parle un peu de sa période de compétition. En fait, c'est dans les années 90, ce maître Abolo, que on sent une explosion de votre part parce que là, de 91 à 2001, en fait, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez une dizaine de fois été champion du Cameroun entre 91 et 2001. Vous avez été aux Jeux de la francophonie en France avec un très bon classement, médaille de bronze. Vous avez été euh, aux Jeux africains au Zimbabwe, là aussi une prestation extraordinaire. Alors, qu'est-ce que on doit retenir de cette période? Comment est-ce que vous prépariez ces championnats? Comment ça se passait? Moi, personnellement, je trouve que tout athlète de haut niveau devrait développer ses stratégies personnelles. Il ne faut pas se fondre dans la masse et essayer de suivre le rythme en se disant, bon, on fait des résultats ensemble ou on ne fait pas des résultats ensemble. Moi, personnellement, la manière dont je l'ai préparé, je me suis dit, je vais beaucoup jouer sur le facteur psychologique parce que ça, c'est quelque chose dont on ne pensait pas à l'époque. Parce que physiquement, je peux dire que j'étais peut-être le gars le moins intimidant de ma catégorie par rapport à tout ce qui faisait la même catégorie que moi. J'étais peut-être le gars le moins intimidant. Et moi, je jouais beaucoup sur le facteur psychologique. Je faisais douter mes adversaires et je pense qu'au final, bien des années plus tard, beaucoup de monde commence à comprendre un peu cette stratégie-là, mais moi, je l'avais en avance. Ce qui fait que pendant mes compétitions, les gens, le monde, on avait l'impression que moi, je m'amusais. Je prenais ça, je mettais moins de pression que tous les autres. Je mettais moins de pression que tous les autres. Je me disais, écoutez, tout ce qui compte pour moi, c'est faire un bon résultat. Et le plaisir de me battre, ça faisait aussi toute une différence. Le plaisir de me battre, ça faisait que j'étais moins stressé. Et parce que pour un compétiteur, le facteur stress est très important. Généralement, celui qui arrive à dominer son stress a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Vous avez des très bons combattants qui, juste parce qu'ils sont très stressés, n'arrivent pas à exprimer tout leur potentiel. Donc, moi, personnellement, je jouais beaucoup sur ce facteur-là. Je faisais douter mes adversaires et je pense qu'au final, ça donnait quand même des résultats. Ça donnait des résultats parce que je battais des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi physiquement, beaucoup plus endurants que moi, parce que je connaissais mes propres limites et tous mes partenaires d'entraînement savaient quand il fallait faire des longues courses, j'étais le gars qui était toujours en arrière. Quand il fallait aller à la salle de musculation, j'étais le gars qui portait pas des très grosses charges. Mais moi, j'arrivais à trouver un équilibre entre tout ça. J'arrivais à trouver un équilibre qui faisait que non, par rapport à tel adversaire ou tel autre adversaire, je connaissais quelle stratégie utiliser. Et je crois que ça m'aidait à m'en sortir assez bien au niveau de la compétition. Ok. Donc, Oui, maître Abolo, sur le plan macroscopique, lorsqu'on regarde en général les préparations des sportifs camerounais, africains, c'est quelque peu chaotique, hein, c'est pas toujours ça. Et vos contacts avec les compétiteurs étrangers sûrement vous ont donné l'occasion de comparer ce qui se passe ailleurs avec ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce qui fait la force justement de ces Camerounais, ces sportifs camerounais qui, lorsqu'on regarde les moyens, n'est-ce pas, mis à leur disposition pour les préparations, les compétitions, ne sont pas assez conséquents, ces moyens. Mais qu'est-ce qui fait donc que les Camerounais puissent trouver justement cette niaque-là, un peu à l'image des Lions indomptables? je pense que c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui est propre aux Camerounais et dont tous les autres en parlent. Quand vous vous retrouvez dans une compétition, tout le monde parle des Camerounais, c'est un état d'esprit qu'on a. Je sais pas, peut-être lié à notre culture, c'est-à-dire un mélange de beaucoup de qualités. Bon, il y en a qui nous appellent des Allemands d'Afrique parce qu'on est très fort mentalement. Je pense que c'est cet état d'esprit-là qui arrive. Quand on arrive en compétition, on est à l'aise. C'est des chants, où on n'est pas stressé. Et ça a l'air d'intimider nos adversaires parce que tellement on est tellement à l'aise, on ne montre pas de signes de stress, de signes de panique, de quoi que ce soit. Donc, chaque fois qu'on arrive sur le tatami, c'est toujours cette confiance en nous, cette confiance-là qui fait que ça finit par faire douter tous les autres. Tout le monde a l'impression qu'on a eu la meilleure préparation du monde. Tout le monde a eu l'impression qu'on a les plus grands moyens et puis déjà que tout le monde parle de nous.
Parce qu'il faut le dire, l'histoire du sport camerounais, c'est une histoire qui a été marquée par des athlètes de grande qualité. Donc, nous, on essaie de tenir ce flambeau-là, de défendre cette réputation. Donc, malgré les difficultés qu'on rencontre pendant nos préparations, quand on arrive à l'international, il faut que tout le monde sache que les Camerounais sont arrivés. Et cette influence-là, on continue à la maintenir. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, même quand on ne fait pas de résultats, chaque fois que le Cameroun arrive quelque part, tout le monde parle du Cameroun. Donc, c'était un peu cette force mentale, cette confiance en soi qui fait que on inspire beaucoup de respect partout en Afrique lorsqu'on arrive. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à ce niveau. Maître Ndem, quand on regarde la vidéo de vos prestations sur l'échiquier international, il y a en fait, vous partez comme un déménageur. Il y a une espèce de chimie qui ressort de votre manière de vous comporter sur un tatami. Mais d'où puisez-vous cette force-là, Maître Ndem? Ouais, disons, ma force, en fait, vient de la détermination que j'ai depuis que je suis très petit. Je suis quelqu'un de déterminé. Donc, quand je choisis de faire quelque chose, je le fais à fond. En fait, vous avez vu mes combats au Cameroun à l'époque. J'étais ce garçon très hargneux et qui était très physique, en fait, à l'époque. Et mon karaté s'est inspiré, ça n'a pas trop changé. Déjà, j'ai eu trop de problèmes d'ailleurs, surtout avec la version olympique du karaté, où il faut toucher et contrôler. Donc, j'ai eu beaucoup de la peine à m'en sortir parce que je me faisais disqualifier à la fin. Sinon, j'aurais même dû avoir plus de titres que ce que j'ai actuellement. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai essayé de canaliser cette force. Vous savez, en karaté, surtout le karaté olympique, le plus difficile, c'est d'avoir une vitesse maximum avec une force déterminante et contrôlée à l'impact. C'est ce qui nous différencie d'autres sports de combat. Et ça, c'est un aspect très difficile. Parce que donner un coup de poing simplement et atteindre sa cible, c'est plus facile que donner un coup de poing et contrôler à l'impact. Donc, ici, on a un double travail qu'on doit faire, un double effort qu'on doit faire de contrôle de sa force, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de peine à en arriver là. Mais sinon, naturellement, je suis quelqu'un qui va à fond dans ce qu'il fait. Voilà, quelqu'un qui va à fond la caisse, on l'a vu, n'est-ce pas, sur ces images diffusées il y a quelques instants, vous y allez vraiment pas de main morte. Et puis, on va parler un peu de souvenirs. Quels sont, Maître Ndem, je reste avec vous, les meilleurs souvenirs de vos compétitions internationales? Bon, tout de suite, d'abord, avec cet élan patriotique que j'ai toujours eu, c'était la première, ma première médaille, la première médaille africaine de karaté de l'histoire que j'ai remportée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc, c'était la première médaille de karaté à l'époque parce qu'il fallait que le karaté essaie quand même de se faire un nom. Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas trop confiance au karatéka parce qu'en fait, il n'y avait pas de résultats qui suivaient. Donc, en Johannesburg, en 99, je crois, j'ai pu avoir la première médaille des Jeux africains camerounais chez les hommes. Donc, ça, c'était un très grand, c'était un grand plaisir pour moi, un honneur pour moi d'offrir cette première médaille aux Camerounais et de servir d'exemple aux jeunes qui pourront venir, en fait, pour leur montrer qu'on peut. On entendait les Jeux africains, quand on entendait les Jeux, on croyait que c'était très difficile parce qu'il y avait des Maghrébins qui étaient très forts à l'époque, donc il n'était pas facile de les battre. Donc voilà, malheureusement, j'allais pour la première place, justement, mais je me suis fait éliminé par mon coéquipier de Paris, Hannibal Digam, que j'ai battu en Coupe de France bien avant. Donc, il me retrouve en Afrique du Sud. Donc, c'était une vengeance pour lui. Donc, je perds je veux dire, aux prolongations par un point, tout simplement. Donc, j'étais juste à côté de la médaille d'or. Mais à Castelnau-Étienne, j'étais très content d'avoir ramené une première médaille pour le Cameroun. Très bien, esprit patriotique quand tu nous tiens. Sensei Abolo, il y a ce défi de moment. Et quelle a été la première joie de Sensei Abolo qui rentre et qui dit à un moment, c'est vrai, je suis encore pas allé aux Jeux Olympiques, mais voici ce que j'ai gagné. C'était quoi? C'était quand?
Donc, je dirais que j'ai quand même eu le plaisir de faire honneur à ma maman, faire son âme, juste avant qu'elle décède. C'était l'année 95. Bon. Au niveau national, bon, commençait à faire champion du Cameroun depuis quelques années. Elle n'avait pas le courage de venir voir assister à un de mes combats. Elle n'avait pas le courage de venir assister à un de mes combats. Mais au moins l'année 95, j'étais vice-champion d'Afrique toute catégorie. Et j'étais le plus léger de l'équipe du Cameroun. Mais c'est moi qui représentais tout le Cameroun dans les toutes catégories. Je croisais des gars de 150, 140 kilos. Et je m'en sortais, je finis deuxième, champion d'Afrique de toute catégorie en 95. Et je pense que c'est la seule médaille internationale à laquelle ma mère a eu le plaisir de, de me voir arborer. Donc, pour moi, c'est un très grand souvenir. C'est un des meilleurs souvenirs que j'ai eu. J'ai fait beaucoup de résultats. J'ai fait des résultats mieux que celui-là, mais celui-là m'a fait particulièrement marquer. Bon. Moi, généralement, les meilleurs souvenirs ne sont pas nécessairement ceux où j'ai fait le plus de résultats aussi. Ça aussi, il faut le dire. Parce que, en termes de meilleurs souvenirs, si je cite, il me fallait juste citer un, je dirais ma participation aux Jeux Olympiques, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui aime les défis. Et j'ai eu vraiment des défis à surmonter pendant les Jeux Olympiques parce que je tombe sur le pire tirage au sort qu'un combattant peut avoir, c'est-à-dire tombe sur le Coréen qui est champion du monde, qui est invaincu depuis 4 ans. Et puis, le deuxième, celui qui finit troisième et qui gagne les 2 Jeux Olympiques qui suivent. Donc, c'était pratiquement les 2 meilleurs de la catégorie qui ont eu la malchance de se retrouver dans le même sous-poule. Et moi aussi, j'étais parmi. Donc, ce qui fait que, bon, j'ai fini 13e aux Jeux Olympiques, 13e, mais pour moi, le défi d'avoir 3 meilleurs de la catégorie, les 2 meilleurs de la catégorie, pour moi, c'est plus fait plaisir, quoi. C'est pas nécessairement de gagner. Et comme je le dis là, mes meilleurs, c'est forcément où j'ai fait le plus de résultats. C'est ceux où j'ai eu à relever les défis les plus, on pourrait dire, insurmontables par rapport à notre niveau de préparation, par rapport aux moyens que nous avions. Donc, pour moi, c'est un peu ça. L'expérience des champions comme vous, c'est en fait, j'allais dire l'avantage que vous avez, c'est l'expérience que vous glanez tout au long de ces compétitions. Alors, comment est-ce que vous partagez ces expériences, ces sommes d'expérience avec les judokas, avec les karatékas restés au pays? Maître Ndem, comment est-ce que vous renvoyez l'ascenseur? Disons que depuis que j'ai commencé à faire vraiment les compétitions internationales, j'ai organisé beaucoup de stages parce qu'en fait, il n'y a pas meilleur que ça à organiser des stages au Cameroun. Et j'ai organisé des tournois sportifs pour encourager les jeunes. Et j'ai même fait venir un expert à mes propres frères, bien entendu, au Cameroun, lors de mon jubilé, pour essayer de relever le niveau, que ce soit au niveau technique, au niveau de l'arbitrage. Donc, j'essaie comment on dit, giving back to the community, c'est-à-dire j'essaie de redonner au Cameroun ce que le Cameroun m'a donné à travers les actions que je mène, même au niveau des arts martiaux en général. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai organisé la première grande nuit des arts martiaux sport de combat avec aussi le soutien de la diaspora. Je dis merci aux champions Serge Abolokila qui ont soutenu le projet et nous avons eu une très grande compétition et très grande fête des arts martiaux sport de combat au Cameroun. Et Maître Abolo, à votre niveau, comment est-ce que vous faites pour aider ceux restés au pays? Moi, personnellement, à mon niveau, c'est un peu plus laborieux. Bon, peut-être ces dernières années, avec l'initiative que nous avions avec Maître Ndemalek, c'est-à-dire que c'est de rassembler des arts martiaux. Mais sinon, pendant des années, pour moi, c'était un peu difficile parce que donc, je suis parti au Cameroun en 2001. En 2003, j'ai écrit à la fédération pour dire, écoutez là,
j'aimerais bien participer au niveau de l'encadrement, au niveau des entraînements des athlètes pour apporter mon expérience, mais je sais pas, je dirais l'ambiance, je dirais l'ambiance est un peu malsaine, quoi. L'ambiance était un peu malsaine. Ça, c'est pas une surprise pour ceux qui pratiquent les arts martiaux au Cameroun. L'ambiance était vraiment malsaine. Bon, la tendance, c'était plutôt à vouloir nous faire oublier nous autres qui étions passés avant. Et on essaie de nous effacer des tablettes. Et puis, bon, moi, je dis, ils font des choix, c'est des choix. Ceux qui dirigent font des choix. S'ils décident que, bon, comme on dit, nul n'est indispensable, ils ont peut-être trouvé que nous ne sommes pas indispensables. On se dit, bon, ils ont fait des choix, bon, on ne peut pas forcer la main ou bien on ne peut pas forcer à vouloir apporter son aide. Bon, on s'est mis en retrait. On s'est mis en retrait. Ouais. Et cela n'empêche que donc on continue à coopérer avec nos jeunes frères, pas des initiatives privées, pas des à côté, ou bien pas des soutiens, sans nécessairement que ce soit de manière officielle ou bien que ce soit par la fédération ou autre. Donc je dirais que c'est il y a quelques années, avec Maître Alex a lancé une initiative qui visait à regrouper maintenant les leaders des arts martiaux pour que ce soit dans un cadre général. Comme ça, on n'aura plus à subir les influences de telle fédération, dans un cadre général où on peut s'apporter notre rapport. Et on a tenu deux réunions, une à Paris, une à Washington, pour réfléchir à quel peut être notre rapport, que ce soit coordonné, que ce soit de manière plus efficace. Et je pense qu'on est sur cette lancée-là. On continue à réfléchir. Il y a des initiatives qui ont déjà eu lieu. Maître Alex nous a parlé tantôt de la Grande Nuit des Arts martiaux qui a déjà eu lieu au Cameroun. Il y a d'autres activités qui sont en cours, qui viennent. Il faut aussi dire que moi, personnellement, j'ai pas souvent beaucoup de temps disponible. Donc, vu par ma situation professionnelle, j'ai pas beaucoup de temps disponible. Généralement, je pars pour des longs mois souvent, où je suis à temps. Ce qui fait que quand j'ai le temps libre, il y avait des échanges avec les autres leaders des arts martiaux à travers le monde que moi, c'est par ce canal-là que moi, je peux plus contribuer. Parce que je sois présent physiquement ou pas, au moins mon apport peut être dans ce cadre-là. À travers ces leaders-là, on peut continuer à agir positivement sur le mouvement des arts martiaux. Parce qu'il faut dire, les arts martiaux ont beaucoup apporté au Cameroun. Mais la reconnaissance qui va avec n'a pas toujours suivi. Donc, il faut qu'on continue à se battre pour continuer à faire briller l'image des arts martiaux au Cameroun. Et cela passe par des initiatives comme celle qu'on a prises, la nuit des arts martiaux. Il faut que ça revive, que tout le monde sente que non, on a notre place. Il faut qu'on prenne notre place dans le sport camerounais. Donc, c'est un peu ça. Ok. Vous avez eu l'avantage de travailler sur l'échiquier international, dans les salles, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, donc d'échanger avec d'autres athlètes, judokas et karatékas. Si il y avait à faire une critique du travail mené sur place, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais s'il y avait quand même une critique à faire pour améliorer les choses sur le plan technique, par exemple, Maître Ndem, en karaté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ce rester au pays sur le plan technique? Oui, ça c'est une bonne question, mais je vais essayer de revenir sur ce que le champion vient de dire, Serge vient de dire. C'est très important parce qu'en fait, on a remarqué que en fait, c'est comme si quand on allait réussir, quand un champion réussit dans sa discipline, entre guillemets, il devient carrément l'adversaire de la fédération dont il est originaire. Donc, je reviens dessus, pas c'est important, parce qu'il faut que ces dirigeants de fédération qui sont là de passage, il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils sachent que nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons eu la chance d'évoluer comme nous avons pu. Nous avons été peut-être au bon endroit et au bon moment, avec une bonne préparation. Ça ne devait pas susciter une quelconque jalousie, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour notre pays. Donc, il est parfois difficile que dans votre pays, on essaie de vous poser des barrières.
Parce que ce qui est embêtant, c'est que quand vous voyez ailleurs, par exemple, dans certains pays, même en Afrique, ceux qui ont réussi dans ces compétitions, dans le sport ou alors dans une quelconque discipline, reviennent donner des coups de main aux jeunes. Et on met tout en œuvre pour que le travail soit facilité. Mais par contre, nous, c'est le contraire. Dès que vous commencez à être champion au niveau international, on commence à parler de vous, ça commence à être un problème. Vous devenez carrément une cible. Et je ne comprends toujours pas, ça c'est clair, alors qu'en fait, on devait être des gens qui devront être comme une locomotive pour les jeunes. Parce que nous avons ouvert les portes, nous avons beaucoup d'expérience et nous pouvons apporter en plus. Mais comme a dit Metabolo, c'est comme s'il en fait, il voulait nous effacer de l'histoire, c'est-à-dire faire comme si on n'existait pas. Malheureusement, c'est ça, c'est ce que nous vivons. C'est pour ça que nous sommes parfois obligés de prendre des initiatives personnelles, comme ce que j'ai pris, faire des stages, organiser la Grande Nuit des Arts martiaux, où vous allez même encore voir certaines fédérations qui boudent, qui boudent le fait que vous organisez une grande nuit des arts martiaux et sport de combat, où en réalité, c'est une façade pour comment dirais-je, c'est un lieu de rencontre où ils peuvent même beaucoup vendre leur sport au public et faire connaître leur sport. Et nous créons cette plateforme pour eux, mais on ne sait plus quoi faire. Mais ce qui est sûr est que, en tant que pratiquant d'arts martiaux, on est déterminé parce qu'on sait que en fait, nous sommes des Camerounais et ce Cameroun nous appartient tous. Voilà. Mais j'allais dire qu'un des éléments fondamentaux des arts martiaux, c'est l'humilité, d'où d'ailleurs le salut. Alors, est-ce que lorsque vous rentrez sur le terrain au Cameroun, en Afrique, est-ce que vous prenez quand même le temps de faire preuve de cette humilité? Vous savez, le regard de l'autre est toujours empreint de beaucoup d'interprétations. Donc, d'abord humilité, et vous leur proposez des rencontres. On ne peut régler les problèmes qu'en discutant plutôt qu'en se regardant en chien de faïence. Est-ce que vous avez essayé justement cette approche de manière à amener ceux qui avaient une certaine image de vous, de les amener à comprendre qu'ils seraient en train de se tromper? Est-ce que vous l'avez fait? Parce que tout n'est pas de dire, ouais, les autres nous regardent un peu comme si on venait prendre leur place. Mais qu'est-ce que nous, à notre niveau, nous avons fait pour leur expliquer que nous venons pour pouvoir les aider? Ça, c'est une très, très bonne question. Mais, disons que moi, particulièrement, je suis passé par toutes les méthodes que vous pouvez imaginer. Hein. Quand je vais au Cameroun, bien entendu, la hiérarchie de la fédération est au courant. Je l'informe par téléphone ou alors justement par écrit. Et j'ai fait aussi part de mes projets, bien entendu, comme je devais normalement le faire. Donc, maintenant, vous savez, l'humilité, c'est de part et d'autre. Hein. C'est pas seulement pour les champions. C'est nous qui apportons, on apporte quelque chose, on apporte une valeur de plus. Donc, pour nous voulons tout simplement qu'on nous permette de pouvoir le faire d'une façon naturelle. Bon, maintenant, en même temps, on ne va pas faire la cour aux gens. Ça, c'est clair. Je suis désolé. L'humilité, c'est de deux côtés. Quand on vient, on reconnaît quand même les autorités en place. On connaît surtout de la fédération, pas du ministère, parce que le ministère travaille déjà très fort et très bien pour valoriser les choses. Bon, malheureusement, ça ne passe toujours pas. Parfois, c'est un problème de personne. Et ça, à mon avis, on n'y peut rien. On essaie de faire ce qu'on peut. OK. Au niveau maintenant de vos familles particulières, est-ce que le virus des arts martiaux a touché les enfants? Comment ça se passe avec vos familles? Maître. Oui, en tout cas, moi, personnellement, je sais que je vais dire le contraire de ce qu'Alex va dire tantôt. OK. Chez moi, non, il n'y a personne qui fait le judo parmi mes enfants. Donc, c'est ça. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est
pour la libre expression de l'envie de chacun. Et moi, je suis là en tant que parent pour encourager, pour accompagner. Mais je ne suis pas le parent qui va imposer ou bien qui va tout ça. Donc, moi, je leur laisse le choix de libre, mais malheureusement, personne n'a choisi de faire du judo. Donc, je dis, bon, en tout cas, on fait avec. Avec un pincement au cœur, comme vous dites, personne n'a choisi de faire le judo. Ça vous laisse quoi? Un petit goût amer? Je ne désespère pas. Je ne désespère pas parce que j'ai commencé le judo à 11 ans, 12 ans. J'ai encore un garçon qui n'a pas encore atteint cet âge-là. Et je ne désespère pas. Mais j'ai dit, bon, peut-être aussi qu'ils vivent avec les réalités. On est en Amérique du Nord. Il y a sûrement des sports qui sont plus accessibles, plus faciles à pratiquer. Moi, par exemple, là, j'avais une salle de judo à 5 minutes à pied de chez moi. Il n'y a personne qui s'entraîne. J'ai essayé d'avoir accès à la salle, j'ai demandé à la salle. On m'a dit, écoute, non, il faut passer par la municipalité. Il n'y a pas grand monde qui veut. Oui, pratiquer, c'est ça. Ils vivent les réalités, surtout nous au Canada. Ils vivent les réalités, ils aiment le sport de glace, le sport de neige. Puis bon, voilà. On ne peut pas forcer, pas changer les choses. Non, pas du tout. Mais Maître Ondem, vous, ça se passe comment au sein de votre famille? Ben, moi, j'ai un peu plus de chance. Je ne sais pas si je peux le dire ici. J'ai mon fils, Marvin Dem, qui est un très bon karatéka. D'ailleurs, il a gagné pas mal de titres. En junior, il a été vainqueur de l'Open Paris dans sa division, dans sa catégorie. Vous savez, hein, quand on atteint, comme l'a dit Metabolo, quand on atteint un certain âge, c'est difficile de forcer des jeunes. Hein. Là, maintenant, il est plus intéressé au basket, donc il essaie un peu de délaisser le karaté malgré la pression que j'essaie de mettre et qui est tout à fait naturelle. Hein. Moi, j'essaie de montrer à mon fils ce que j'ai fait, la passion que j'ai eue. Donc, j'essaie de lui donner cette passion, mais à un moment donné, je crois que il est né dans le karaté. À un moment donné, il en a marre. Je comprends. J'essaie un peu de pousser, mais bon, j'ai compris que il faut que je le desserre un peu. Donc, qu'à cela ne tienne, il vient de temps en temps. Il a un peu, il passe un moment comment dirais-je, un moment où il est désintéressement par rapport au karaté parce qu'il a fait depuis qu'il est tout jeune. Mais non, c'est plus le basket qu'autre chose. Bon, je lui laisse le temps. Je crois peut-être que l'année prochaine, j'espère bien qu'il va revenir. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Il a toutes les qualités d'être champion du monde. Voilà. Voilà. La vie, c'est le yin, c'est le yang. Maître Abolo, nous avons parlé des succès, des bonheurs, n'est-ce pas? S'il y avait des goûts comme ça d'inachevés, ce serait quoi? Quels sont les regrets tout au long de votre parcours de compétiteur international? Maître Abolo? Maître Abolo? Bon, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Maître Ondem, s'il fallait parler de quelques déceptions, ce serait quoi? Bah, déception, j'aurais bien voulu que le karaté soit olympique bien avant, parce qu'on avait toutes les qualités pour y être. Et j'aurais espéré que la fédération camerounaise de karaté puisse être un peu plus structurée et, voilà, et justement encourager les jeunes à atteindre leurs objectifs. Et je crois que voilà quelques regrets que j'ai par rapport au karaté. Bah, sinon, en fait, de moi-même, j'ai tout forcé pour que je puisse avoir au moins des résultats que j'ai pu avoir euh, dans ma carrière. Oui, je voulais dire, Maître Ondem, je voulais dire que tout au long de votre carrière en tant que combattant, n'est-ce pas, international, vous avez connu des moments sûrement bof, des espoirs comme ça, de regret de n'avoir pas remporté un championnat. Ce petit goût amer-là, est-ce que vous vous en souvenez? Oui, absolument. Et ici, c'est par équipe, en fait. Nous sommes à Tel Aviv, c'était en 2000, pour les championnats d'Europe. Je suis avec l'équipe du site Paris.
Donc, nous représentons la France pour les championnats d'Europe qui s'est passé en Israël à l'époque. Donc, nous sommes en finale. En finale, nous étions à notre troisième finale. Nous avons déjà remporté 2 titres de champion d'Europe. Donc, sur un combat, j'ai un de mes coéquipiers qui a fait un match nul et il nous fallait tout simplement un seul point pour remporter. Bon, moi, j'ai remporté mon combat, bien entendu. Il nous fallait tout simplement un point pour remporter les champions d'Europe. Donc, il n'a pas pu marquer le point. Donc, c'était vraiment, on avait les larmes aux yeux parce qu'on était juste à côté du podium, mais on voulait terminer en beauté parce que c'était les derniers championnats d'Europe de club approuvés par la Fédération mondiale de karaté. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup épinglé. Et justement, les championnats d'Afrique, les Jeux africains, parce que j'aurais bien voulu apporter la première, la plus grosse médaille au pays, mais bon, j'étais un peu déçu parce que, bon, c'est vrai que mon coéquipier tunisien, il a mérité, ça n'a rien à dire, mais j'ai eu un peu un pincement par rapport à cet arbitrage qui était un peu, à mon avis, caduc. Mais sinon, bon, des trucs comme ça, on les a de temps en temps. Ça, sur le sport qui est comme ça. Et, voilà. Voilà. Je ne sais pas, Sensei Abolo, tout à l'heure, on vous a perdu. Est-ce que vous m'écoutez là, Maître Abolo? Oui, je vous écoute très bien. D'accord. Alors, et quel est ce petit goût amer pendant toute votre carrière d'international judoka? Est-ce que c'est une défaite? Qu'est-ce qui vous a laissé un peu malheureux, comme qui dirait? Je ne dirais pas défaite, mais il y a quelques événements qui m'ont un peu laissé, qui m'ont beaucoup attristé pendant ma carrière. Je vais prendre quelques exemples. En 97, je suis champion d'Afrique. L'année qui suit, je dois défendre mon titre de champion d'Afrique. Et on a des problèmes pour voyager. J'ai un titre à défendre. Je suis favori, les tirages sont sortis et j'ai un bon tirage en plus. J'étais pratiquement certain de doubler la mise l'année qui suivait, l'année 98. Et là, on a discuté à voyager. Finalement, on arrive à Dakar, au Sénégal, en 98. On commence toujours par ma catégorie. La catégorie est passée, non? On arrive le lendemain. Donc, je finis avec 2 médailles de bronze, une par équipe et une par catégorie. C'est ma catégorie que je devais défendre ensuite. J'ai pas pu parce que la bureaucratie, la difficulté à débloquer l'argent pour mon voyage. Et ça m'a laissé vraiment un goût amer, quoi. Un goût amer parce que le drame, c'est que moi j'avais les moyens, je pouvais partir de moi-même. On m'a retenu parce qu'on dit non, il faut aller en équipe. Voilà en équipe. Donc, moi, j'ai dit, j'ai trouvé que j'ai beaucoup payé pour ça. Bon. Et moi, ça m'a coûté un titre. Un titre au Cameroun. Parce que j'étais toujours quand même la plus grosse chance de médaille de l'équipe. Donc, voilà. C'est un peu des choses qui vous marquent, quoi. Des choses qui vous marquent. Bon, voilà. Il y a quelqu'un quelque part qui est assis, qui ne comprend pas les réalités de ces choses, qui décide, bon, dans son bon vouloir. Il dit, ouais, un argent que tu peux débloquer, et tu retardes 1 jour, 2 jours, tu hésites, et puis bon, voilà, finalement, tu libères, et puis bon, ce que ça coûte, c'est l'image du Cameroun. Donc, ça, c'est un peu quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a beaucoup d'autres affaires qui m'ont marqué, mais négativement, mais c'est pas. Peut-être à une autre occasion, je pourrais en parler. Bien, voilà. Merci beaucoup. Il faut de tout pour faire un monde. Je vous remercie d'avoir accepté, n'est-ce pas, cet échange qui vous remettait sur la sellette parce que beaucoup de questions nous sont parvenues. Que sont-ils devenus ces judokas, ces karatékas? Eh bien, l'occasion nous a été donnée de présenter à nos téléspectateurs de Média 2 Africa ce que vous êtes devenus. Vous avez parlé à nos téléspectateurs. Je vous remercie une fois encore, Maître Ndem. Je vous remercie, Maître Abolo, et que Dieu vous bénisse et beaucoup de courage dans la suite de votre vie sportive ou tout simplement de votre vie civile. Merci une fois encore, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Merci, merci. Merci à toi, grand journaliste de votre état, monsieur le docteur.
Merci Jean-Marie, ça fait un plaisir de te voir après toutes ces années. Merci Alex, on s'est vu il y a, je pense, 2 ans aujourd'hui. Donc, c'est une bonne soirée à vous tous. Je te remercie, Serge.